Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Eh bien me voilà, je suis de retour dans ce podcast pour un nouvel épisode après une longue pause que je regrette. Je vais vous expliquer pourquoi, mais les choses ont été assez difficiles chez nous ces dernières semaines. Mais je voulais profiter du 150e anniversaire de Mariam Montessori, alors qui avait normalement lieu fin août, mais bon, comme vous allez le voir, j'avais autre chose en tête à ce moment-là. Et j'avais envie d'en profiter donc pour faire un bilan sur le monde de l'éducation, sur la pédagogie Montessori, et puis réfléchir un petit peu à ce que nous réservait l'avenir et l'impact qu'avait eu la Covid sur nos vies cette année, sur nos vies à tous. Mais avant tout, je tenais quand même à vous expliquer pourquoi j'avais été si absente et que vous ne soyez pas trop surpris de ce creux dans les podcasts. Qui n'est pas censé se reproduire. Je n'avais pas prévu de faire une pause cet été en me disant que le podcast était encore jeune. Et ce que font beaucoup de podcasteurs, c'est tout simplement de rediffuser pendant 1 mois ou 2 l'été, plutôt 1 mois en général, d'anciens épisodes, ce qui permet à ceux qui ne les ont jamais entendus de les entendre, et à ceux qui les ont déjà écoutés de les réécouter. Mais je trouvais que le podcast était encore trop jeune pour le faire, et en fait je le regrette parce que, de fait, la vie m'a imposé une grande pause. En fait, si vous avez écouté mon dernier épisode, l'épisode 50, vous savez que début août, j'étais au bord du burn-out, et que mon corps, ma physiologie m'ont imposé une pause. Et j'étais en train de reprendre pied, d'où l'épisode 50, lorsque ma fille de 3 ans, Aliénor, a dû être hospitalisée. Elle avait une paralysie faciale de la moitié du visage. Et nous avons passé une semaine à l'hôpital, elle et moi, pendant que mon mari gardait les autres, évidemment, à la maison. D'ailleurs, c'est lui qui a assuré l'UF pendant une semaine. Il a bien géré, même sans être formé à la pédagogie Montessori. Bon, alors, il n'a pas fait du Montessori à 100%, mais il a quand même bien géré les choses en mon absence. Heureusement qu'il était là. Et donc pendant une semaine, on a vécu ensemble à l'hôpital avec ma fille de 3 ans, où elle a passé toutes sortes de tests, une IRM, une ponction lombaire, tout ce que vous pouvez imaginer. On a prélevé tout ce qu'on pouvait sur elle pour essayer de déterminer l'origine de cette paralysie faciale. Alors en fait, je vous explique en quelques mots, les 3/4 des paralysies faciales restent inexpliquées et on les attribue à un virus qu'on ne sait pas encore isoler. Mais avant d'en arriver là, il faut évidemment avoir éliminé tous les autres diagnostics possibles. Donc, on teste tout, de la méningite à la varicelle, en passant par l'herpès, et je ne sais plus quoi d'autre encore. Et en fait, il se trouve que notre fille a la maladie de Lyme. Alors, petit aparté sur la maladie de Lyme, elle est transmise par les tiques, vous le savez sûrement, on commence à beaucoup en parler. Mon mari et moi avons été scouts et guides. Donc nous avons été sensibilisés à la maladie de Lyme et aux tiques depuis que nous sommes tout jeunes. Et même si nous allons à peu près tous les week-ends en forêt, nos enfants se font de temps en temps mordre par une tique. Et évidemment, après chaque sortie, nous observons scrupuleusement nos enfants et nous enlevons les tiques dans les heures qui suivent la piqûre. Bon. Malgré cela, notre fille a donc eu la maladie de Lyme, on ne sait pas trop quand. Peut-être en juin dernier, où elle a été piquée par une tique. C'est la seule piqûre qu'elle a eue de tout l'été. Ou peut-être l'année dernière, où j'avoue que je sais qu'elle a été piquée par une tique, mais je ne me souviens pas quand. Et cette maladie de Lyme ressurgit ensuite sous différentes formes, entre autres neurologiques, comme une paralysie faciale. Bon. Après cette hospitalisation, elle a eu 2 semaines d'hospitalisation à domicile pour avoir des perfusions d'antibiotiques tous les jours pour essayer de supprimer ces fichues bactéries en elle. Et bon, tout va bien, elle n'a plus de paralysie faciale, c'était son seul symptôme. Elle va très bien, c'est une petite fille pleine de vie et de joie.
Et on ne saura probablement jamais si la perfusion d'antibiotiques a fonctionné ou pas. En fait, on le saura seulement si elle n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, des symptômes réapparaîtront. Et à ce moment-là, il faudra envisager d'autres traitements peut-être. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. À côté de ça, je n'ai dormi que 4 heures cette nuit parce que mon petit bébé a décidé qu'il avait envie de jouer entre 1h et 4h du matin. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Et comme évidemment, c'était la nuit où mon mari était en déplacement, j'étais absolument toute seule pour gérer cette période de réveil. Et comme je suis en train de faire le tri dans les jouets, etc., bref, mon fils n'avait pas son étagère avec des jouets dans sa chambre. Donc voilà, il était dans le salon pour jouer. Et autant il n'avait absolument pas besoin de moi et j'aurais très bien pu aller me coucher, autant le salon n'est pas sécurisé, donc je ne pouvais pas le laisser tout seul dans le salon. Du coup, 4 heures de sommeil cette nuit. Alors le résultat, c'est que ce matin, j'ai mis du gel douche dans mes cheveux au lieu du shampoing. Bon, ça c'est fait. Bon, j'ai repassé le shampoing après pour essayer d'enlever le gel douche. J'espère que ça n'a pas trop décapé les cheveux, on verra bien. Donc voilà, pardonnez-moi si jamais j'ai quelques hésitations pendant ce podcast, c'est la fatigue qui parle. Mais après tout, il y a toujours des bonnes choses dans ce qui nous arrive. Bon, de toute façon, vous savez ce que c'est que d'être fatigué. Si vous êtes maman ou papa, vous savez ce que c'est. Même si vos enfants sont plus grands, vous l'avez forcément connu à un moment ou à un autre. Et puis, bon, ce séjour à l'hôpital qui a été évidemment assez difficile à vivre, m'a fait réaliser que c'était la 7e fois que nous allions à l'hôpital avec l'un de nos enfants. Alors pas pour des choses aussi graves en général. Mais du coup, je me dis que c'est l'occasion de faire un podcast la semaine prochaine, si tout va bien, avec des idées pour accompagner votre enfant à l'hôpital et éviter qu'il ne ressorte traumatisé par le corps médical dans son ensemble. Et pendant mon absence de ce podcast, malgré tout, les commentaires, les avis, les étoiles se sont multipliés sur iTunes. Je vous en suis profondément reconnaissante parce que ça a été une très belle surprise en revenant. Et je voudrais remercier en particulier aujourd'hui Marie Martineau qui a écrit une pause réconfortante. Merci Anne-Laure, la qualité est toujours au rendez-vous et cela fait du bien d'entendre ces podcasts de notre quotidien de maman chargée et parfois rempli de difficultés. À qui le dit-elle ? Et elle rajoute « J'ai écouté celui sur la question de l'IEF en post-confinement après une matinée de classe qui m'avait laissé particulièrement triste et désemparée. Cela m'a redonné confiance et le sourire. » Et ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, c'est ton commentaire, Marie, qui me redonne confiance et le sourire après une période qui était difficile pour moi-même. Donc c'est un échange de bons procédés dont je suis très heureuse. Alors revenons-en à cette idée de bilan 150 ans après la naissance de Maria Montessori. Avant tout, dans le monde de l'éducation, qu'est-ce qui a changé en 150 ans ? Lorsque je repense à la scolarité de Maria Montessori, la première chose qui me vient à l'esprit, sachant que elle comme moi, nous avons suivi des cursus scientifiques, et quand je compare nos cursus, la grosse différence, c'est quand même la plus grande féminisation de ces cursus scientifiques. Maria Montessori n'avait qu'une seule camarade dans son lycée technique, et elle était la seule femme dans sa faculté de médecine. Elle n'était pas la première femme médecin d'Italie, ça c'est un mythe qui circule, qui m'énerve, j'en parle du coup dans mes formations, lorsque je présente la biographie de Maria Montessori. Non, elle n'était pas la première femme médecin d'Italie, ça ne retire rien à son mérite. Elle a dû être la 6e ou 8e femme, je ne sais plus, à recevoir son diplôme de médecine en Italie au 19e siècle. Sachant qu'il y avait des femmes médecins au Moyen-Âge. Hein. Mais bon, les choses ont changé aussi entre le Moyen-Âge et le 19e. Lorsque pour ma part j'ai fait des études scientifiques, il y avait quand même plus de filles. Bon, malgré cela, on n'était pas encore à 50% de filles. Hein. Loin de là, nous étions une petite minorité de filles. Mais malgré tout, les choses avaient progressé. Donc c'est une bonne chose. L'autre grosse évolution que je vois, c'est celle du respect de l'enfant et de son bien-être. Entre le modèle des années 1870, donc au moment de la naissance de Maria Montessori, et le modèle d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. On n'a plus ces tables avec les bancs attachés où les enfants étaient totalement bloqués. Quelle que soit leur taille et leur carrure, ils étaient à une distance imposée de leur bureau. On cherchait absolument à les faire se conformer à un modèle très strict et bien établi.
Je crois qu'aujourd'hui, on respecte quand même beaucoup plus l'enfant en tant que personne. On fait beaucoup plus attention à son bien-être, on respecte aussi davantage ses émotions. On les prend en compte pour voir comment elles impactent sa scolarité, évidemment. On s'intéresse à ce que l'enfant vit à la maison. On s'intéresse à ce que l'enfant vit dans l'école, avec ses camarades ou en classe. Bref, on prend en compte l'enfant dans l'intégralité de sa personne. Ça n'est plus seulement un petit être, un petit robot auquel on va transmettre des connaissances et des compétences purement académiques. C'est un être doué d'émotions. Et on les prend heureusement beaucoup plus en compte. Alors on pourrait le faire encore plus aujourd'hui, mais c'est quand même un progrès. En revanche, une chose qui est quelque part en régression, c'est qu'autrefois il y avait tout de même beaucoup plus de classes multiniveaux grâce aux classes de campagne, aux écoles de campagne, où il y avait plein d'élèves d'âges très différents réunis dans la même classe. Et aujourd'hui, même si cela commence à se développer un petit peu, et ce grâce à la pédagogie Montessori, j'en suis convaincue, qui insiste sur le mélange des âges, eh bien malgré tout, cela reste l'exception. Et je trouve ça dommage parce que ça devrait être la règle, en fait, le mélange des âges, au moins sur 3 ans. Par exemple, les 3-6 ans, les 6-9 ans, c'est tellement enrichissant pour les enfants, c'est un peu dommage. Une grande révolution, je trouve, qui est apparue dans le monde de l'éducation, ce sont les neurosciences. À l'époque de Maria Montessori, ça n'existait pas. Elle s'est spécialisée dans la psychiatrie infantile, en fait. Elle s'intéressait en particulier aux enfants qui présentaient des retards mentaux. Alors à l'époque, on employait d'autres termes, évidemment, hein, mais des enfants qui présentaient toutes sortes de handicaps, moteurs, mentaux ou autres. Et évidemment, elle ne bénéficiait pas de cet outil fantastique que sont les neurosciences, et en particulier l'IRM cérébral. Elle n'avait donc que l'observation extérieure pour progresser. Et c'était une remarquable observatrice. On le voit dans ses livres d'ailleurs lorsqu'elle parle des observations qu'elle fait sur les enfants. Aujourd'hui, on n'est pas limité à cette observation extérieure. On n'est pas limité au retour de l'enfant, à ce qu'il peut nous dire de lui ou à ce qu'il peut nous montrer de lui par son attitude. On peut observer le fonctionnement de son cerveau à l'intérieur. Et ça, c'est incroyable et fascinant. Vous vous rendez compte, on peut étudier les processus dans le cerveau en temps réel. Alors évidemment, nous n'en sommes encore qu'au début, j'en suis convaincue, des neurosciences. Mais elles ont fait de tels progrès en une vingtaine d'années que c'est un merveilleux outil qui est maintenant à notre disposition pour davantage justement respecter le développement naturel de l'enfant et adapter l'éducation à l'enfant plutôt que chercher à conformer l'enfant à un modèle d'éducation prédéfini. Donc de belles avancées, malgré tout, mon sentiment est qu'il y a moins de liberté éducative aujourd'hui qu'autrefois. Ça se voit sur l'ampleur des contrôles au niveau de l'instruction en famille. L'instruction en famille est très très surveillée, de plus en plus. Il y a de plus en plus de méfiance, surtout. Alors pas chez tous, pas chez tous les inspecteurs, etc. Mais il y a une méfiance générale, je dirais, du système de l'éducation nationale. Même si à côté de cela, des inspecteurs sont, eux, tout à fait favorables à l'instruction en famille, tant qu'elle est bien menée. Il y a aussi une recrudescence des contrôles sur les écoles hors contrat, les écoles indépendantes. Et de manière générale, la volonté que toutes les écoles et les parents, lorsqu'ils pratiquent l'instruction en famille, se conforment à un modèle, le programme, le socle commun de connaissances, de compétences et de savoir-faire, et tout cela vérifié donc par le corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Et je trouve ça dommage, parce que la liberté éducative, c'est aussi là qu'il y a le plus de richesse. Et chez les parents qui pratiquent l'unschooling, par exemple, ce n'est pas ma façon de faire, mais il y a une grande richesse aussi, beaucoup d'innovation pédagogique, parce que l'unschooling ne veut pas dire qu'il n'y a aucun enseignement. Mais comme il y a une méfiance énorme envers l'unschooling, eh bien, tout ça passe un peu à la trappe.
Et alors, comme le disait Voltaire, pour paraphraser plutôt Voltaire, je ne pratique pas l'unschooling, mais je me battrai pour que l'unschooling puisse être un mode d'éducation en France. Bon. J'ai donc le sentiment qu'il y a moins de liberté éducative aujourd'hui que jamais. Les restrictions aussi qui ont été votées récemment sur les écoles hors contrat, qui imposent par exemple que le directeur d'une école hors contrat ait passé 5 ans dans l'éducation, ce qui en exclut par exemple des éditeurs de manuels scolaires, dont certains voulaient se lancer, ce qui exclut par exemple des éducatrices Montessori qui n'auraient fait que des ateliers, ce qui exclut voilà, toutes sortes de personnes pourtant compétentes, suffisamment compétentes en tout cas pour être directeur ou directrice d'école. Voilà. Je trouve ça vraiment dommage et une restriction inutile, qui part d'une bonne intention mais qui est mal formulée en tout cas. Autre gros mais sur ces 150 ans d'évolution, la profession d'enseignant n'a jamais été autant dévalorisée en France qu'aujourd'hui. Il y a des académies qui n'arrivent même plus à recruter des professeurs, qui recrutent, il est connu que l'académie de Seine-Saint-Denis recrute certains professeurs de maths avec des 4 de moyenne à leur concours. La profession d'enseignant est très dévalorisée socialement, alors qu'autrefois l'instituteur c'était un notable du village. Et dans les villes, ma grand-mère était institutrice et puis directrice d'école, elle était respectée, c'était quelqu'un, ça n'était pas une star, ça n'était pas une célébrité, mais c'était quelqu'un. Son travail était valorisé et respecté. Aujourd'hui, j'en suis navrée pour eux, pour les directeurs, pour les instituteurs, pour les enseignants, les professeurs. J'en suis navrée, mais ça n'est pas le cas. Leur profession n'est pas respectée. Et c'est terrible. C'est terrible parce que ce sont des gens qui passent leur journée avec nos enfants, à qui nous confions nos enfants, ce que nous avons de plus précieux, pendant des heures, chaque jour, et ils sont totalement dévalorisés. Que ce soit au niveau du salaire ou, et à mon avis c'est plus important encore, socialement. Qu'en est-il de la pédagogie Montessori aujourd'hui ? Celle-ci s'est répandue à travers le monde en 150 ans. Alors, elle n'a pas été inventée il y a 150 ans, c'est Maria Montessori qui est née il y a 150 ans, mais elle s'est beaucoup répandue, surtout aux États-Unis et en Inde, ce qui est assez surprenant. Il y a une petite présence en France qui a failli s'éteindre, alors une petite présence qui avait démarré du vivant de Maria Montessori, qui a failli s'éteindre ensuite. La pédagogie Montessori a quasiment disparu d'Italie également. En fait, Maria Montessori s'étant exilée volontairement d'Italie et ayant passé le reste de sa vie ailleurs, elle n'a pas entretenu la flamme en Italie. Mais il y a eu une renaissance dans tous ces pays depuis une petite dizaine d'années. Alors les États-Unis, eux, n'ont pas vraiment connu de renaissance. La pédagogie Montessori est installée, est confortablement installée, depuis 70 ans, je dirais à peu près. Et alors que chez nous, elle avait, comme je vous le disais, quasiment disparu. Donc c'est une belle renaissance à laquelle nous assistons là, et dans un certain nombre d'autres pays d'Europe également. Il y a donc toute une pléthore de livres qui sont publiés tous les ans maintenant sur la pédagogie Montessori. Tout un tas de nouvelles formations, de coaching, toutes sortes de choses qui se mettent en place, avec un énorme côté marketing. De nouvelles boutiques, avec des jeux Montessori, des activités Montessori. Tout le monde se revendique Montessori. Alors je reviendrai sur l'aspect marketing justement dans la pédagogie Montessori dans un autre podcast, un autre jour. Mais simplement là-dessus, sur cette multiplicité des propositions, il y a un tri qui doit s'effectuer et qui va s'effectuer grâce à des gens comme vous en fait, des gens qui s'intéressent à la pédagogie Montessori, qui se renseignent et qui font le tri. Alors j'en profite, si vous avez envie de faire le tri et que ce podcast vous plaît, pensez à mettre un avis sur le podcast et une petite note sur iTunes ou Apple Podcast si vous avez un PC. Parce que c'est justement comme ça que vous ferez une différence,
que vous ferez le tri entre des informations de qualité et des informations, voilà, un peu plus superficielles quand elles ne sont pas erronées. La parentalité a évolué aussi en France, dans d'autres pays aussi, mais bon, on connaît mieux la parentalité en France ici. On est passé d'un 19e siècle punitif, pudibond aussi, et très austère, il faut l'avouer, à une révolution dans les années 60-70. Il est interdit d'interdire, tout est permis, une grande vague laxiste dans la parentalité. Et puis un retour de balancier, peut-être plus punitif, là aussi. Et aujourd'hui, davantage un mouvement vers la bienveillance, le respect de l'enfant, la prise en compte de ses besoins, etc. Alors quand on prend du recul, on voit ces grands mouvements de balancier à travers les époques. Par exemple, le Moyen-Âge a été globalement une période très libre pour les enfants. Et puis, il y a eu ensuite divers mouvements de balancier, mais qui avaient lieu sur des siècles entiers. Les tendances mettaient du temps à évoluer et à se renverser. Mais les mouvements de balancier ont été très radicaux. C'est-à-dire que le 19e siècle, pour l'enfant, je pense que c'est l'un des pires siècles qui ait pu exister. Même si on avait fait des découvertes scientifiques énormes par rapport au Moyen-Âge, la condition de l'enfant était terrible. Je ne dis pas qu'elle était idéale au Moyen-Âge, mais l'enfant était tout de même, à mon humble avis, beaucoup plus respecté. Le 19e siècle, c'est quand même le siècle du travail de l'enfant. Il n'y a pas de quoi être très fier. Mais avec le recul, donc, on voit ces grands mouvements de balancier qui se font de plus en plus petits. On part moins dans la radicalité. Je pense que plus personne aujourd'hui, à part de très rares exceptions contre lesquelles il faut lutter, je pense qu'aujourd'hui, l'immense majorité des parents n'a plus de martinet chez eux, ce qui n'était évidemment pas le cas autrefois. Mais ces mouvements de balancier, je trouve qu'ils se font de plus en plus rapidement. Moins violents, moins larges, mais de plus en plus rapides. Voilà, parce que là, en quelques dizaines d'années, on a eu la révolution 68arde, on a eu un petit retour de balancier plus austère avec la fessée, etc. Et puis hop, à nouveau un retour de balancier vers l'éducation bienveillante qui va parfois trop loin. D'ailleurs, je vous invite à taper sur internet éducation bienveillante et discipline positive, pourquoi je n'adhère pas. Vous tomberez sur mon article là-dessus. Éducation bienveillante, pourquoi je n'adhère pas. Et un deuxième article sur l'éducation bienveillante et la discipline positive. Et voilà, je pense qu'on va revenir à une position d'équilibre davantage. Mais justement, là aussi, vous avez un rôle à jouer pour atteindre cette fameuse position d'équilibre. Et donc, pour faire jouer ces mouvements de balancier, jusqu'à atteindre quelque chose qui soit respectueux de l'enfant et du parent, respectueux du besoin de transmettre des savoirs et des compétences académiques, et respectueux du plein développement de l'enfant, de ses talents, de ses envies, de ses passions. Voilà, quelque chose qui respecte chaque intervenant dans la société et pas seulement une catégorie de personnes. Donc pas seulement les parents, pas seulement les enfants. C'est un équilibre délicat à trouver, mais je suis convaincue que nous allons y arriver, tous ensemble. Et maintenant, que nous réserve l'avenir ? Cette année a été perturbée, je crois que c'est l'euphémisme de l'année, avec la Covid. Et malgré tout, les choses évoluent. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous invitent vraiment à l'espoir. J'ai découvert récemment qu'il y avait 129 nouvelles écoles hors contrat, nouvelles écoles indépendantes en 2020, en septembre 2020, là, donc à cette nouvelle rentrée, alors qu'il n'y en avait eu que 124 en 2009. Alors, même si un certain nombre d'écoles ont dû fermer, d'écoles hors contrat ont fait faillite, malheureusement, à cause du confinement. Ça a été souvent dévastateur pour des écoles souvent très récentes qui avaient déjà beaucoup de peine à boucler leur budget, qui était souvent tout juste à l'équilibre. Forcément, le confinement, les absences de paiement, parfois des parents,
ont mené beaucoup d'écoles à la faillite. Malgré tout, la relève est assurée. Et je trouve ça formidable. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces ouvertures d'écoles, sur le profil de ces écoles, les écoles Montessori, les écoles bilingues, les profils religieux de ces écoles, je vous conseille vraiment de regarder la conférence de rentrée de l'association Créer son école. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Et dedans, la fondatrice, Anne Coffinier, fait le bilan, explique tout cela, et il y a aussi des interviews de fondateurs d'écoles. Je vous recommande vraiment ça chaudement. Aux États-Unis, on a vu apparaître un nouveau mot, les pods. Alors, pour représenter des choses qui, à mon avis, existaient déjà, je pense que je ne vois pas vraiment la différence, honnêtement, entre les pods et ce qui existait et qu'on pouvait appeler des co-ops, homeschool co-ops. En quelque sorte, c'était des micro-écoles parentales, ou des coopératives éducatives. L'idée étant de se regrouper à plusieurs familles pour que, par exemple, un parent se charge de l'enseignement des sciences, un autre se charge de l'enseignement de l'anglais, en l'occurrence d'une langue étrangère, qu'un autre se charge de l'enseignement de la littérature, un autre se charge de l'éducation physique ou autre. Ou c'est tout simplement une façon pour plusieurs familles de se regrouper et de recruter un enseignant. Parce que aux États-Unis aussi, il y a eu un confinement et donc les enseignants ne travaillaient pas tous, ou du moins pas dans les mêmes conditions qu'auparavant. Ils avaient parfois seulement plus de temps. Et ça peut donc être une façon pour plusieurs familles de se regrouper et de recruter, suivant leurs propres critères, un enseignant qui travaille avec les enfants de toutes ces familles réunies. Alors cela, malheureusement, c'est totalement impossible en France à l'heure actuelle. Tout simplement parce que le regroupement de familles est interdit pour l'instruction en famille. C'est considéré comme une école. Et il faut donc déposer un statut d'école avec tout ce que cela implique évidemment derrière, de contraintes administratives, etc. Certains spécialistes de l'éducation, et c'est une idée que je partage en partie, se disent qu'il va peut-être arriver un moment où les gens vont vivre en communauté plus restreinte et se créer des regroupements de familles, formalisés ou non, je ne sais pas. Des regroupements de familles entre lesquels la confiance règne. C'est déjà le cas dans mon entourage où je vois que nous avons quelques familles dont les enfants sont très amis avec nos enfants. Et alors pendant le confinement, nous avions arrêté évidemment, mais en ce moment, nous reprenons le rythme des après-midi pour jouer ensemble, des soirées pyjama. Donc les enfants vont chez les uns et les autres, dans un groupe qui reste limité. Et il est possible que cela se répande et se structure ou se formalise. Et qu'on se dise, nous formons un groupe une douzaine de familles. Si quelqu'un tombe malade, évidemment, il prévient tout le monde. Mais au-delà de ça, les enfants circulent d'une famille à l'autre. Et alors, pour l'instant, ce n'est pas possible en France, mais dans d'autres pays, je pense que ça va se faire. Et entre 10 et 12 familles, on forme une coop, on forme un pod, avec une ou deux mini-classes, suivant le nombre d'enfants, pour continuer à instruire les enfants. C'est une idée un peu bizarre, je l'entends bien, mais je pense qu'il y a quelque chose qui risque de se développer dans ce sens-là. Ce qui m'inquiéterait avec cette solution, c'est que c'est cette forme de communautarisme, c'est-à-dire que chaque communauté se renferme un peu sur elle-même et qu'on ne soit plus en contact qu'avec des gens qui nous ressemblent, ce que je trouve évidemment dommage. Je pense aussi que la Covid a fait prendre conscience aux parents de différentes choses. Avant tout que l'école à la maison, ce n'était pas si effrayant que ça et que c'était possible au quotidien. Je crois que beaucoup ne se l'imaginaient même pas, n'envisageaient pas que ce soit possible pour eux. Et certains se disent, mais après tout, pourquoi pas ? C'est vrai qu'on gagne beaucoup plus de temps en temps d'instruction qu'à l'école, puisque avec un enseignement vraiment individualisé, les enfants apprennent 1000 fois plus vite. Il n'y a pas de discipline à faire, du moins pas pour 25 élèves. Bref, l'école à la maison, pourquoi pas ?
beaucoup de familles se sont lancées dans l'école à la maison à la rentrée, ou bien parce qu'elles étaient effrayées par les conditions sanitaires dans lesquelles leurs enfants risquaient de rejoindre l'école, ou bien tout simplement parce qu'elles y ont pris goût à ce rythme un peu différent, peut-être un peu plus lent. Alors si les deux parents travaillent, certainement pas plus lent, parce que c'est quand même très très prenant, mais un rythme différent, un contact plus profond, plus régulier avec les enfants. Et certaines familles ont peut-être pris conscience aussi qu'elles ne connaissaient peut-être pas totalement leur enfant qui passait autant de temps à l'école. Certains ont aussi réalisé qu'au lieu de reprendre le soir l'éducation, l'instruction qui avait été donnée à l'école, au moment des devoirs et de devoir réexpliquer des notions, approfondir, faire des exercices, etc., ils pourraient en fait aussi bien retrouver leur liberté et pratiquer l'IEF à leur façon, avec leur méthode, et qu'au final, ça leur prendrait moins de temps. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'époque où les enfants étaient présents dans notre société, présents dans les rues, présents dans la boutique, la ferme ou la maison de leurs parents, où les enfants vivaient vraiment au milieu des adultes toute la journée. Ils aidaient, ils absorbaient beaucoup, ils existaient. On avait conscience de leur présence. Aujourd'hui, si je rentre dans une boutique en semaine avec mes enfants, bien tout le monde s'interroge. La première question qui sort de la bouche des commerçants, c'est « Oh, tu n'es pas à l'école ?» Alors les enfants commencent à être un petit peu blasés par cette question, mais bon, ils ont l'habitude de répondre que non, ils font l'école à la maison. Mais peut-être qu'on pourrait reprendre conscience que les enfants méritent d'exister, qu'ils pourraient beaucoup apprendre à nous regarder travailler, assumer les tâches de la maison s'ils ne le voyaient pas jusque-là, et puis vivre notre petite vie, assumer les responsabilités d'une famille. Alors bien sûr, l'école a été une amélioration formidable, et c'est une chance que d'avoir l'école disponible pour tous. Mais malgré tout, je pense qu'il serait bon de pouvoir réintégrer un petit peu nos enfants dans la vraie vie quotidienne, et pas seulement le week-end. Mais alors, et les Montessori 7 là-dedans? Peut-être que c'est l'heure aussi du bilan, pour moi et pour cette communauté. Eh bien, les Montessori 7 vont bientôt fêter leur 4e anniversaire, à la fin de l'automne. Et nous entamons notre 8e année d'IEF, d'instruction en famille. Il y a environ 10 000 personnes dans la communauté au sens large. C'est difficile à compter entre le groupe Facebook, la liste de diffusion, les stagiaires qui se sont inscrites à notre communauté gratuite. Et puis, j'ai formé au fur et à mesure des années quelques centaines de stagiaires. Là, je parle de mes formations payantes, mes formations plus longues, les formations à la vie pratique, à la vie sensorielle, la formation pour aménager sa maison Montessori, la formation langage, bientôt la formation calcul, pour les 3-6 ans. Et voilà, je suis émerveillée de l'évolution de cette communauté qui a grandi. J'ai aussi connu une certaine maturation dans ma pratique montessorienne. Alors aussi bien dans ma façon de la pratiquer avec mes propres enfants ou les enfants que j'ai accueillis en atelier, que dans ma façon de la transmettre. D'ailleurs, je discutais récemment avec l'une de mes stagiaires qui me connaît quasiment depuis le début. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle s'est inscrite à sa première formation, mais ça fait déjà quelques années. Et qui me disait justement en regardant les vidéos de la formation langage, qui est beaucoup plus récente, qui date là d'il y a quelques mois, à quel point elle voyait mon évolution aussi, le fait que j'ai mûri. Et ça n'enlève rien à la qualité, je le précise, de la formation vie pratique et vie sensorielle. Simplement, cela apporte un nouvel éclairage aussi. Et formation après formation, je pense que c'est enrichissant pour mes stagiaires également. J'ai de nouvelles formations en cours, donc comme la formation langage, d'autres qui sont prévues, comme la formation calcul. Et à terme, mon projet n'a pas changé. Je compte toujours fournir une plateforme complète pour transmettre la pédagogie Montessori de la naissance à l'adolescence. Alors, c'est ambitieux, je ne me le cache pas.
Les enfants grandissent. Au cours des 4 dernières années des Montessori 7, les 4 années de Montessori 7, j'ai eu 2 enfants. C'est déjà un bel accomplissement. J'ai bon espoir que les choses continuent, grandissent de façon exponentielle et qu'au fur et à mesure, je puisse déployer plus de temps pour créer de nouvelles formations et donc pour aborder de nouvelles tranches d'âge aussi, comme la tranche d'âge de 0 à 3 ans et la tranche d'âge de 6 à 12 ans. J'ai la grande joie aussi, du coup, de me retrouver au milieu d'une communauté de parents engagés qui se réapproprient leurs responsabilités de premiers éducateurs de leurs enfants. Parfois, ces responsabilités, ils se les réapproprient pour mieux les déléguer, en pleine conscience, à l'école publique, à l'école privée, à une école indépendante, à quelqu'un d'autre. Et parfois, ils prennent la décision de les assumer eux-mêmes, d'instruire eux-mêmes leurs enfants, ou simplement, en tout cas, de les élever, de les éduquer au sens large du terme, d'éduquer leur personnalité, d'éduquer leur enfant dans sa psychologie, dans ses émotions, eux-mêmes, pour qu'ils puissent se développer plus naturellement. Tout cela me rend profondément heureuse, parce qu'au final, il faut pas se le cacher, ça n'est pas moi qui porte quelque chose et qui porte un message. Ça n'est pas moi toute seule qui de toute façon pourrait faire quoi que ce soit pour avancer de façon significative l'éducation des enfants et la pédagogie Montessori. C'est nous tous ensemble. Et je suis convaincue que les Montessori 7, nous toutes les souris 7, nous sommes une communauté. Plus que cela, je pense que nous sommes un mouvement. Et franchement, cela m'emplit d'espoir pour l'avenir. Alors je vous laisse sur cette note. Je vous dis à très bientôt, votre petite souris 7. Anne-Laure.